Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle critique sur Dragon 3, le monde caché, un film sorti en 2019, écrit et réalisé par Dean DeBrois, ou DeBlois, ça dépend comment on le prononce, adaptation de la série du livre pour les enfants How to Train Your Dragon de Cressida Cowell. C'est un film qui a coûté 129 millions de dollars, le moins cher des trois. Il en a rapporté 525. Il dure 1h44 et qu'est-ce qui se passe pendant 1h44 ? Eh bien c'est Harold et ses amis qui libèrent encore plus de dragons, mais devant la saturation de l'espace de Burke, eh bien ils doivent déplacer la population parce que ce n'est plus tenable sur l'île. Je ne l'ai pas vu entre sa sortie en salle et la création de cette vidéo. Pas l'envie, pas besoin par rapport aux autres que j'ai déjà revus. Je n'ai pas vu la série qui a été créée également. J'ai pas envie de faire long, pas envie de perdre trop mon temps. Pourquoi le faire alors ? Eh bien ça fait partie de ces textes. Commencer à la sortie du film, mais des prises de notes j'entends par là, mais qui n'avaient jamais été finies. Voilà, j'avais pas aimé Dragon 3, j'avais pas envie d'y revenir à l'époque parce que j'avais eu une mauvaise impression. J'étais assez énervé de ne pas avoir eu plus d'émotion. Le film n'est pas là lui-même pour réinventer la roue, il est plus fait pour dire au revoir aux personnages et à l'histoire. Le film fige la trilogie dans un rapport de génération. Le premier date de 2010, le dernier 2019. On a le temps d'avoir des enfants, et ces enfants ont même le temps de voir ces films. C'est un dernier film, donc il faut terminer des arcs qui auront été commencés, des arcs d'évolution de personnages. Il n'y a pas forcément des choses qui traînent du premier jusqu'au dernier film, à part bien sûr la relation entre l'enfant et le dragon. Et il s'agit aussi de terminer la trilogie sur une note convenable. Il y a des gens qui parlent, vous savez, de ces malédictions de trilogie, encore des conneries, des racontards de grottes de geeks, comme quoi les troisièmes volets, c'est compliqué, blablabla. Ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit un troisième volet, ça a à voir avec le fait de structurer un récit en plusieurs parties quand on ne l'a pas prévu au départ. C'est-à-dire prévoir des portes, des ouvertures, et fermer ces portes de ces intrigues lors du troisième volet. Et comme pour toute chose, pour chaque exemple de troisième volet soi-disant mauvais, on a des troisièmes volets absolument flamboyants. Que ça soit Pirates des Caraïbes 3, La Vengeance dans la peau, Before Midnight, ce sont des troisièmes volets de trilogie très 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 réussis. C'est pas difficile de faire une bonne trilogie avec un troisième volet fort si on a un petit peu prévu au départ, mais souvent on ne sait pas comment le premier va être reçu par le public, donc on est plutôt timide quant au développement de deuxième, troisième. Donc il faut de base avoir une vision à long terme, en termes même structurels. Ce n'est pas parce que le film finit la trilogie qu'il doit être célébré de dingue non plus. Un retour vers le futur 3 n'a pas été célébré comme c'est pas possible, et pourtant il termine une trilogie qui est très 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 aimée. L'enjeu ne sont pas de placer le troisième film comme étant l'apothéose dans ce cas-là. Et puis il est clair que les enjeux, là je parle d'enjeux dans le film, dans l'histoire, ne sont vraiment pas assez bien montés, pas aussi bien montés que dans le 2. Dans le deuxième, avec le travail sur les alphas et les chasseurs, là, l'espèce d'armée qui veut essayer de mettre à terre les alphas, c'est quelque chose de très très fort. Encore une fois, c'est une affaire ici de monde secret, de Hidden World, c'est le sous-titre du titre en VO, qui est déjà un petit peu à l'œuvre dans le second. Donc il y a quelque chose avec le monde caché qui est vraiment anecdotique, qui n'est pas du tout important dans le film. Ce qui est important dans le film, ce sont, c'est comme pour les trois, c'est les familles. La famille incomplète, la perte des parents, la relation, les responsabilités. Va créer un titre de troisième volet avec ça, avec ces notions. Mais le terme de la famille est plus important que le monde caché. La notion de sacrifice également. Peut-être pas forcément dans le troisième, la notion de sacrifice, mais c'est présent dans la trilogie. Mais le film, il y a moins d'enthousiasme, il y a moins de spontanéité. La comédie et le drame ont du mal à cohabiter dans le film. Il y a des moments d'émotion, beaucoup de pathos, pas forcément très bien mis en scène.
les enjeux sont censés nous faire pleurer, mais moi, j'y ai pas du tout retrouvé mon compte. Est-ce que je deviens moins tolérant ? Est-ce que je cherche, et c'est en cela que c'est intéressant d'avoir un retour sur ce film-là pour ma part, est-ce que je cherche un plus grand équilibre ? Ça, c'est possible. Un équilibre entre ce que le récit veut nous monter en épingle et ce que nous avons réellement à l'écran. La différence entre l'écriture de la scène et la mise en scène de la scène, par le biais justement de la caméra virtuelle, du montage et tout ça. Par exemple, un exemple un peu théorique, la surpopulation des dragons. Au scénario, on nous dit qu'il y a une surpopulation des dragons. Le problème est qu'ils ne font rien d'autre que les cumuler, et qu'ils ne, semble-t-il, ne font rien d'autre pour les réguler, parce qu'ils voient qu'il y a un problème vis-à-vis de leur population. La société de Burke est une société extrêmement docile, parce qu'elle choisit même de déguiser ses moutons en dragons pour pas que les dragons les volent. Donc ils plient leurs habitudes au bon vouloir des dragons qui prennent de la place. Et dire que Burke manque de place est aussi une énorme connerie au scénario. Parce que visuellement et dans la réalisation, on voit qu'il y a la forêt et la vallée du premier film où il y a de la place. Et qu'on nous montre aussi dans ce film. Donc on nous dit qu'il y a de la place et qu'au final il n'y en a pas. Alors qu'il aurait fallu tout simplement créer des enclos et des endroits pour vivre qui ne soient pas pile au milieu de la ville. Ils ont de la place ailleurs et ils ne le font pas. C'est incompréhensible. C'est pour créer du drame, c'est pour créer des enjeux au scénario, je le comprends. Mais dans, la réalité fictive du film, ça n'a aucun sens. Par contre, par rapport aux moutons, oui, la société de Burke est une société docile parce que ce n'est pas un monde humain. C'est un monde de dragons dans lequel les humains vivent. Donc c'est un monde hostile pour l'homme, forcément. Et on aurait pu imaginer un peuple dragon qui travaillerait avec les humains. Mais ce n'est pas le cas. Encore une fois, le film manque de nous surprendre. Il loupe le coche. Alors peut-être parce que, justement, les livres sont aussi limités dans la création de choses intéressantes. Ça, c'est possible. Je ne sais pas, je ne les ai pas lus. C'est une hypothèse. Mais il décide de fuir. Voilà, parce qu'il y a une menace. De fuir entièrement. Et de pas, par exemple, se préparer à les affronter. Comme si tous les dragons qu'ils accueillaient depuis je sais pas combien d'années ne pouvaient pas se battre. C'est ridicule. Les dragons, jusqu'à preuve du contraire, beaucoup d'entre eux en tout cas, peuvent se battre. Et peuvent cracher des flammes. Et depuis le temps, je suis certain qu'il y a un peu plus que juste les copains d'Harold qui savent monter des dragons. Donc il y a des choses qui sont refusées au scénario. Qu'on souhaiterait dans un développement plutôt logique. Et qui ne sont pas affichées. Qu'on refuse, tout simplement. Autre chose aussi, ça c'est peut-être un peu anecdotique, c'est que à la fin du film, les bébés partent avec tous les autres dragons, sur la parole de l'alpha. Sauf qu'on nous dit que dans le 2, les bébés sont insensibles aux appels des alphas. Donc, pour le bien du scénario, on ne les laisse pas à Burke, parce que les bébés, ils ont aussi des parents. Mais dans ce cas-là, on devrait avoir une petite scène où les bébés ils comprennent pas trop ce qui se passe et les parents devraient les prendre comme ça et les embarquer avec eux. Non, ils répondent également aux cris de l'alpha. Donc il y a aussi des petites choses à une plus petite échelle qui ne correspondent pas, qui sont en décalage avec les épisodes précédents. Donc moi je ne sais pas quoi faire. Et il ne s'agit pas, moi je considère pas que ce sont des incohérences comme vous savez les gens qui font les listings d'incohérences et tout ça. C'est des mécaniques de scénario installés dans les épisodes précédents, visuels, comme le manque de place, ou dans le comportement des dragons, mais qui ne sont pas respectés pour donner une cohérence d'univers. Il ne s'agit pas de faire des recensements pour pointer les problèmes de scénario et s'arrêter là, à la critique, après distribuer les mauvais points. Il s'agit pour moi de vous rendre compte que le troisième a plus de fragilité quant à sa construction et finalement à la croyance que nous avons. Parce que ça, citer des cohérences et après donner c'est un film mauvais. Non, il ne s'agit pas de ça. C'est souvent les gens citent des cohérences parce que pour eux, ils ne croient plus à ce qu'on nous montre. C'est une affaire de croyance quand on va au cinéma. Quand on regarde un film, on se projette dans un endroit qui a été mûrement réfléchi pour représenter une histoire, mais qui n'existe pas. Donc ces moments où on crée des règles, c'est après pour que les spectateurs les acceptent et y croient. Or, à ce moment-là, quand on nous retire ces règles,
alors qu'elles étaient appliquées dans les seconds volets, eh bien là, il y a un problème dans la croyance. Il y a également, à mon sens, et je pense que c'est ça aussi qui m'a profondément agacé quand je l'ai vu au cinéma, ce qui est un ventre mou dans le récit. C'est moins fluide dans le rythme, il y a des moments sketch, voilà. Il y a des sketchs maintenant dans le troisième qui n'ont rien à faire là, ça réduit, ça crée une coupure dans le récit qui n'est pas nécessaire. En plus de choses qui sont vaines, j'entends par là, un moment il y a Grimmel, donc le méchant, qui fait un piège pour essayer de les attraper, c'est les héros, et le piège est raté. Il n'aura pas fallu grand chose pour casser le dispositif de Grimmel, c'est un peu minable, et on se dit qu'on a perdu 15 minutes pour quelque chose qui ne sert à rien. Et je trouve ça dommage, et ça s'enchaîne vite, hein. Le film est d'ailleurs un peu coupé court. À la fin du film notamment, toutes les choses s'enchaînent rapidement, sans qu'on ait vraiment le temps de se reposer, de reconstruire de l'émotion. Les choses, à peine la scène d'action terminée, hop, il est temps de dire au revoir. Ok, d'accord. Ça, c'est un peu sec, cette façon de procéder. Et ce qui achève en fait le film sur une mauvaise note, ce sont les retrouvailles. Les retrouvailles de fin annulent la construction émotionnelle de la séparation, qui a eu lieu quelques minutes avant. Même pas 2 minutes avant. On a la séparation, ils s'en vont. Après, on a une scène en hiver où il y a Harold et je sais plus comment elle s'appelle, la fille, c'est terrible. En gros, les deux héros, le couple de protagonistes qui se marient. On a de nouveau les retrouvailles juste après. Donc c'est une affaire de 2 minutes. Et ça, c'est une faiblesse de montrer les retrouvailles, alors qu'on vient de le quitter. Il y a trop peu de temps, c'est inefficace. Mais je dirais que c'est une fin prévue pour les enfants. Voilà. Donc forcément l'adulte il voit ça et il se dit oui, c'est pour mon petit mais c'est pas pour moi. Ça ne peut pas être pour moi. La construction émotionnelle adulte serait l'adieu total au dragon. Pour un enfant c'est déjà beaucoup trop. Donc on veut le rassurer. Sauf que moi malheureusement quand je l'ai vu j'avais pas d'enfant avec moi. Je l'ai vu en tant qu'adulte. Et ça je trouve ça faible. Pour un adulte je considère vraiment Dragon 3 n'est pas un film pour un adulte. Je dirais que le deuxième est peut-être celui qui est le plus adulte des trois. Vis-à-vis d'adultes qui se retrouvent, le père et la mère se retrouvent dans une très 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 belle scène avec un beau baiser de cinéma entre adultes en animation. Et ça, c'est pas souvent qu'on en a. J'en avais déjà parlé dans ma critique à l'époque. Et la mort du père. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment fort dans le deuxième. Là, avec cette scène-là, on nous achève l'idée que on est avec ce troisième volet, dans la continuité d'une série, je ne sais plus où elle a été diffusée, je crois peut-être sur Netflix, mais on est dans une continuité d'une série pour les enfants. Et parce que les livres, je crois, de base, hein, dites-moi si je me trompe, mais les livres de base étaient pour des enfants, c'était ciblé. Si vous avez d'ailleurs lu les livres, n'hésitez pas à poster un commentaire pour me donner votre retour sur les livres et un peu sur le dialogue qu'ont les livres avec les films, si ce sont des trahisons, ou s'il y a juste quelques éléments de prix, ou si c'est plutôt fidèle à certains volets. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Je dis que le troisième est différent, mais il commence comme les deux précédents. On est sur l'eau, il y a du brouillard, il y a quelque chose qui va nous être révélé. Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas Burke, ce sont des bateaux. Des bateaux qui surgissent un peu dans la brume. Et les personnages des précédents volets vont se présenter les uns après les autres. Mais malheureusement, aucun ne change. On place le film et les personnages dans une continuité, alors que ça fait quelques années qu'ils ont vécu. Alors oui, il y a une évolution de personnages, comme on pourrait dire, même physiquement un petit peu. Oui, il y a une thématique du passage de l'enfant à l'âge adulte. Oui, peut-être, ok. Mais notre héros qui a 21 ans, finalement, Harold, il n'a guère changé, en taille, en sagesse, il y a toujours ce manque de confiance. Comme le dit, je crois, Grimmel dans le film, It's not a leader, it's just a boy. Et il a raison en fait. Depuis le premier film, il n'y a pas tout d'un coup quelque chose où on a affaire à un adulte. Jamais. Donc, encore une fois, le film nous refuse en fait l'idée que c'est un film adulte, c'est un film pour les enfants. Encore. Peut-être pour les jeunes ados, mais pas pour un adulte. Et j'aurais souhaité peut-être qu'on ait vraiment le troisième volet sur un cap supérieur en fait. Or, il y a trop peu de différence avec le deuxième. Et ça, c'est un problème. On aurait vraiment eu le premier pour un enfant, le deuxième pour un ado, le troisième pour un adulte. Mais non,
Non, il y a eu trop, je pense, de risques peut-être pris. Il y aurait eu une trop grande différence avec la série, peut-être. Hein. Je ne sais pas, je n'ai pas vu la série, je le redis. Mais voilà, il y a quelque chose qui est très agaçant quand on voit l'évolution avec le deuxième et tout d'un coup ce troisième qui ne vole pas de ses propres ailes, pourrait-on dire assez facilement. Et puis, quand je dis que voilà, il est encore en manque de confiance, on est toujours sur l'idée de fuite. Alors qu'on a plein de dragons, qu'on serait prêt à les affronter, mais du fait qu'il n'y ait toujours pas cette confiance, toujours un peu bizarre, c'est d'une continuité ennuyante. Les seconds rôles n'arrangent pas l'affaire puisque se collent à leur rôle de comique. C'est un film qui est beaucoup plus tourné vers la comédie que les précédents, à mon sens. Le ton comique des personnages secondaires est affolant et pénible, que ce soit Crâne Dur avec ses conseils à la con, avec des situations, je vais utiliser ce terme pour les désigner, mais Grinch, vous voyez ce que je veux dire ? Vraiment les situations gênantes, offusquantes tellement elles sont malaisantes. Voilà. Il y a une gêne avec un des jumeaux qui donne des conseils de couple, des vieilles blagues d'ado alors qu'ils sont censés être adultes, et qui plus est dans ces sociétés vikings où très très vite on apprend à se battre. Ça embourbe le récit d'un temps à l'écran pas nécessaire, ça m'a irrité. Et Condur qui joue l'idiote qui amène le méchant dans la base, mais alors là on sent vraiment que c'est un truc pour les petits. Vous savez, je regarde jamais en arrière quand je reviens ici. Enfin, tu dis, oh là 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 là. Et alors, comme si c'était que ces deux-là, il y a l'autre là, le rustique, qui veut se faire aimer par la mère dans une espèce d'ambiguïté aussi bête que malaisante. Et quand les dragons sont capturés par Grimmel, parce qu'il a capturé l'alpha, il y a l'autre con de rustique qui revient et qui dit, il est temps que le numéro 2 devienne numéro 1. Et ça, c'est de l'humour pour les enfants. C'est pas un truc d'adulte. C'est pas de l'humour d'adulte, ça. C'est vraiment un truc, c'est pipi caca, quoi. C'est pipi caca. Trop d'éléments pour les enfants. Et le méchant n'arrange pas l'affaire, en fait. On nous présente des seigneurs de guerre, des chasseurs et tout ça, et qui sont stupides. Mais stupides, comme dans les toons, quoi. Et puis, bien sûr, stupide pour bien mieux mettre en avant le vrai méchant. Donc il y a des faux méchants et le vrai méchant. Ça, c'est des écritures pour les enfants. Ce n'est pas pour les adultes. Et le méchant, le Grimmel, il est juste nul. Encore un humain qui a dompté des dragons. Encore un autre chasseur. Alors oui, il a des méchants, il a des dragons avec lui, comme le précédent. Dans une tour noire, avec des bateaux noirs et des dragons noirs. C'est une psychologie qui n'est même plus pour moi, là. C'est cette volonté basique des antagonistes qui font ce qu'ils font. C'est-à-dire que le visage du méchant change, mais sa philosophie reste la même. Et Draco du précédent volet avait même un peu plus d'intérêt que celui-ci, parce qu'on avait un peu son passé, et il y avait une vraie haine du dragon. Là, c'est... Ouais, je suis chasseur, moi j'ai tué des furies nocturnes parce que je suis fort. Enfin, c'est un peu maniaque, là. Mais c'est cyclique. Mais l'esclavage des dragons, leur contrôle, on aurait peut-être souhaité autre chose. Quelque chose qui se distinguait. Parce que quel que soit le nombre d'individus neutralisés, les idées, elles restent. Et je crois que même il y a une petite régression, ou c'est peut-être une régression un peu philosophique, mais que Grimmel ne croit pas aux dragons alors que Drago y croyait vraiment. Et j'entends par croire dans leur potentiel, croire dans leur dangerosité, croire dans leur mystique, en quelque sorte. Dans leur mythologie, voilà. Oui, il est clair que Drago croit dans leur mythologie, alors que Grimmel n'en a rien à foutre. Et je trouve que ce n'est pas un méchant pareil avec lequel on devrait terminer une trilogie, je pense. Ou alors ça correspond aux années 2019, cyniques, où on veut rabaisser en fait le mystique et le mythologique en faisant des blagues, en n'étant pas, investi dans ce qu'on peut croire. La croyance est rejetée, ou tournée en ridicule. D'ailleurs, petit aparté, Dune 2 est dans cette optique de tourner en ridicule la croyance. Le film de Villeneuve n'est pas un film de croyance, mais sur la croyance, ce qui est assez différent du livre à mon sens. La croyance, elle est importante, et c'est encore cette même croyance dont je vous parlais pour les éléments du récit. Est-ce que vous croyez à l'amour entre les deux dragons ? Là encore, on revient à cette idée d'écriture pour les enfants.
avec cette séquence où Croque-Mou il est tout seul et il y a Harold derrière qui doit lui dicter une conduite, une combine. Ça j'ai vu dans des dessins animés, j'ai vu dans des films, donc c'est des reprises en fait de schémas pour les enfants parce qu'on est protégé en fait. Si on a notre maître qui nous fait des signes pour nous aiguiller, pour nous protéger des éventuels moments de gêne devant l'être aimé, ah bah ça c'est des choses, ça c'est des trucs pour les enfants en fait. Mais nous avons une autre séquence qui est plus intéressante à mon sens, c'est probablement la seule séquence de toute la trilogie où le dragon il est tout seul avec un autre dragon. Et ce sont les dragons qui sont les protagonistes de la scène. Si vous avez une autre scène dans la trilogie qui fait ça, eh bien n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Mais là c'était vraiment Croque-Mou et la furie éclair, ou je sais plus comment ils la nomment dans le... Light Fury, je crois ils le disent en VO. Mais là, on a vraiment les deux dragons qui sont tout seuls pour une séquence d'apprentissage. Et ça, c'est beau. Là où la séquence d'amour avec les deux là sur l'espèce de plage, ça, c'est ridicule. Cette scène de séduction, c'est malaisant de ouf. Hein, et ça recrée des schémas qu'on a déjà vus, alors qu'on aurait souhaité, dans le troisième volet, des choses d'un autre acabit. Là, on est en train de refonctionner sur des cycles. Et ça crée l'histoire bancale. Il y a une perte d'intérêt parce qu'il y a une attente d'autre chose. Les deux sont bancales. Le méchant est bancal. Ah donc qu'est-ce qui reste ? Stoïque qui fait ces flashbacks là ? C'est que c'est vraiment utile ? Et où on en est au niveau de l'émotion là ? Moi j'ai vraiment l'impression, sans même les avoir vus, j'ai l'impression que le film il a pris le pli de la série. Est-ce que quelqu'un a vu les séries Dragon et pourrait me renseigner là-dessus ? Pourquoi il y a si peu de différence entre le deuxième et le troisième ? La série vraiment verrouille en fait les personnages et les intrigues de cette façon. Je souhaiterais vraiment, peut-être qu'à un moment je les regarderai parce que je suis quand même curieux, mais je trouve que c'est vraiment la série, moi comme je le perçois, a vraiment tiré le troisième volet vers le bas. Après, la série, il est clair qu'elle n'a pas tiré le troisième volet vers le bas technologiquement. Le film, même si malheureusement, le film était en production dans une période de renouvellement technologique. Mais pas seulement. Et c'est ça qui rend le film délicat. Le 28 avril 2016, Comcast rachète le studio d'animation pour la somme de 3,8 millions de dollars. Les périodes post-achat sont toujours assez fragilisées par ces rattachements et ces remaniements, ces licenciements malheureusement. Et après Dragon 3, eh bien, le coût des productions est baissé d'un coup. Ils font des films moins chers, pas forcément rentables pour autant. Alors le film est repoussé, mais c'est le dernier à avoir un budget pareil. Regardez récemment, le Kung Fu Panda 4, il est à 85 ou 90 millions de dollars de production, alors que les précédents c'est 135, 150, tant mieux s'il marche très bien, le Panda, le dernier Panda. Là, on est quand même sur un gros projet, un des derniers gros projets du studio. Et les productions qui suivront, eh bien, auront des coupes de budget sèches. Regardez, les Croods, le premier c'était, je crois, 120-130 millions. Le deuxième c'était 80. Voilà, The Croods New Age. Également le film Troll, qui est aussi une suite, Trolls World Tour. Il y a eu aussi une coupe de budget. Et aussi un film qui s'appelle Abominable, que je n'ai pas vu pour le coup. Celui-là aussi, le budget a été réduit, en dessous des 100 millions. Ça ne leur empêche pas de faire d'un travail technologique sur le film, avec un nouvel outil d'éclairage Moonray qui permettait de faire des rendus de zones en temps réel. Et ça se voit, mais il y a des plans magnifiques sur la ville de Burke, avec toute cette saturation et cette couleur. Il y a vraiment de très très belles impressions de saturation dans les plans larges, avec tous les dragons qui se déplacent, ces couleurs qui sont mises en avant par la belle lumière sur le village. Ou encore un enjeu de fumée avec le feu et l'acide des dragons scorpions là qui arrivent comme ça et qui se mélangent ensemble, c'est super beau. Il y a de beaux effets, rien que la première scène quand il y a Harold qui sort de l'ombre comme ça avec la brume et tout d'un coup il active son épée de feu. Voilà, c'est beaucoup d'effets, c'est très impressionnant. Il y a beaucoup d'efforts pour nous montrer les améliorations techniques. Hein. Il y a un plan séquence de l'attaque suite à l'alarme déclenchée de la première séquence où là on voit la caméra bouger dans
tous les sens et les personnages s'affairer dans tous les sens. Et on se rend compte que finalement, le plan, il n'a pas coupé. Le plan, il dure, je sais pas, mais il dure un moment. Hein. C'est vraiment l'optique d'un plan séquence, comme on dit. Ou bien sûr, la chose la plus évidente, la plus référencée à Avatar, le monde caché avec tous ces environnements fluorescents. C'est très très beau tout ça. Alors là, ils mettent le paquet. Hein. C'est très très beau, oui. Et l'animation roule toute seule. Ah, vraiment rien de spécial. Il y a ces effets de lumière, il y a ces effets de couleur, mais autrement, on est vraiment, vous savez, sur des standards. Oh, regardez, regarde la belle caverne. Bah oui, parce qu'ils ont mis de l'argent à gogo dedans. Plus, toujours plus. On va mettre plus de dragons, on va mettre plus de lumière, on va mettre plus de pixels, plus de couleurs, mais tout finalement se standardise. Voilà. Et que je vous faisais précisément la référence à Avatar... c'est ça aussi le problème, c'est que le Hidden World ne surprend pas parce qu'on a déjà vu Avatar. Donc la réalisation tourne toute seule aussi. On ne se pose plus la question de la caméra virtuelle pour le coup. Normal, normé, capté par une caméra. Mais il n'y a plus rien qui surprend. Et c'est dommage pour un troisième volet. Alors oui, il y a les dragons insectes, voilà, le dragon un peu scorpion, mais bon, ça au final, ça marque pas plus quoi. La musique également, c'est beaucoup de thèmes retravaillés. Le premier film avait eu beaucoup de thèmes, il avait beaucoup travaillé. Le deuxième avait quelques idées, et le troisième, on est sur des reprises, plus de chœurs, quelques nouveautés, mais rien de particulier à mon sens. Ça flirte de temps en temps avec Kung Fu Panda, mais c'est de l'orchestre. Ça s'entend et c'est bien fait. Il y a un petit moment assez bien, mais qui est léger, c'est quand Stoic raconte quelque chose, la légende, je crois, des dragons à Harold, enfant. Il y a un très bon moment musical, je crois que c'est la track Legend Has It. Là c'est un très beau moment, mais c'est un tout petit moment dans l'OST qui est généralement vraiment anecdotique. Sur les 3 volets, moi je n'ai rien retrouvé d'intéressant à part ce moment dans la BO, qui est de John Powell. En conclusion, c'est un film pour les enfants qui est très très bien réalisé, mais qui est aussi balisé. C'est un film de famille pour la famille. J'ai grandi peut-être un peu trop vite. J'ai grandi, je dirais, plus vite que le film. Est-ce qu'il me fait vraiment... pas détester le film, mais pour moi, il est pas pour moi. Tout simplement. Je lui mets un 12 sur 20. Je reviens sur ce film après des années. Est-ce que ça veut dire que je vais aussi revenir sur Jurassic World de Dominion ? Non. non, celui-là, tout le monde sait que c'est de la merde. Hein. Je pense que j'ai même pas besoin de faire une vidéo pour vous le dire. Vraiment, c'est si je me fais chier et que j'ai rien d'autre à foutre, je ferai peut-être Jurassic World Dominion. Mais franchement, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Celui-là, je pense que je vais m'arrêter vraiment au deuxième volet. Autant pour Dragon, bon, il y a peut-être des choses à sauver et identifier aussi pourquoi il y a un problème. En fait, pourquoi je considère que voilà, le film n'est pas pour moi, ou je devrais dire n'est plus pour moi. Mais Jurassic World, c'est juste n'importe quoi. Et c'est tout. Et c'est pas une affaire que maintenant je suis plus grand ou que sais-je. Non, c'est juste n'importe quoi. Voilà, eh bien écoutez, mon retour sur Dragon 3, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes d'accord, qu'est-ce que vous pensez de ce film ? Est-ce que vous considérez qu'il termine bien la série ? La série, oui, précisément, j'allais dire qu'il termine bien la série, oui, mais qu'est-ce que vous avez pensé de la série si vous l'avez vue ? Voilà, n'hésitez pas à poster un commentaire. Quant à moi, eh bien, je repars vers de contrées obscures. Je rends l'antenne. Je vous remercie pour votre soutien, pour votre abonnement. Passez une bonne journée, une bonne semaine et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!